Bonjour les épicurieux, on a tous déjà entendu cette phrase. Les femmes sont trop compliquées à comprendre. Peut-être que toi-même tu l'as pensé ou même dit à haute voix sans t'en rendre compte, après une dispute ou un malentendu. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que derrière cette perception se cachent des éléments que personne n'ose vraiment creuser? Pourquoi dans certaines situations les femmes semblent-elles si difficiles à cerner? Est-ce qu'elles sont si vraiment complexes ou est-ce simplement nous qui passons à côté de quelque chose d'essentiel? Dans cette vidéo, je vais te montrer que cette idée reçue cache bien plus que tu n'imagines. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je vais te dire. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu vas voir, c'est assez surprenant. Point numéro 1. Le rôle des hormones. Les hormones jouent un rôle crucial dans la vie des femmes et influencent leur comportement à différents moments de leur cycle de vie, notamment pendant le cycle menstruel, la grossesse ou la ménopause. Par exemple, pendant le cycle menstruel, les fluctuations d'hormones comme les œstrogènes, la progestérone peuvent affecter l'humeur, la fatigue et même la perception des émotions. Cela peut expliquer pourquoi certaines femmes se sentent plus sensibles et irritables à certaines périodes. De l'extérieur, surtout pour les hommes ou d'autres femmes qui ne vivent pas ces mêmes expériences physiologiques, ces changements peuvent sembler imprévisibles ou difficiles à comprendre. Sans cette perspective, il peut attribuer ces variations d'humeur à la personnalité, alors qu'elles sont souvent liées à des facteurs biologiques. Il est donc essentiel de comprendre que ces variations ne sont ni un défaut, ni une exagération, mais une réalité biologique qui peut rendre les réactions d'une femme plus complexes à décrypter. La clé ici, c'est la compréhension et l'empathie, pour éviter de percevoir cela comme un obstacle à la communication. Il y a quelque temps, j'ai vécu une situation qui m'a vraiment fait comprendre ce point. Un soir, ma partenaire semblait irritée par des petites choses qui d'habitude ne posaient aucun problème. Je lui ai fait une remarque banale sur quelque chose qu'on devait faire ce week-end, et elle a réagi de manière beaucoup plus émotive que je m'y attendais. Sur le coup, je comprenais pas vraiment ce qui se passait, ça m'a frustré et j'ai commencé à me demander si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Le lendemain, on a eu une discussion à cœur ouvert et elle m'a expliqué que c'était juste une période où elle se sentait plus sensible à cause de son cycle menstruel. C'était pas la première fois que cela arrivait, mais c'est là que j'ai vraiment réalisé que ces fluctuations hormonales pouvaient affecter son humeur de façon imprévisible. Avant de savoir ça, je pensais que souvent c'était des tensions personnelles entre nous. Mais avec cette nouvelle compréhension, j'ai appris à être plus attentif et à ne plus prendre ces moments personnellement et à être plus empathique et patient. C'est une petite chose qu'on peut ignorer, mais ça fait une grande différence dans la manière dont on gère ces situations. Point numéro 2. Neurosciences et cerveau féminin. En neurosciences, beaucoup de recherches ont tenté de comprendre les différences entre le cerveau des hommes et des femmes. Certains chercheurs ont observé des variations dans la taille de certaines structures cérébrales comme l'amygdale ou l'hippocampe, ou encore dans la façon dont les réseaux neuronaux communiquent. Cependant, ces différences sont souvent très nuancées et ne mènent pas à des conclusions simples sur le comportement. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que les études montrent que les variations entre individus, peu importe leur sexe, sont bien plus importantes que les différences entre les hommes et les femmes en général. Autrement dit, deux femmes peuvent avoir des cerveaux aussi différents que ceux d'un homme et d'une femme. Ce qui démontre que ce n'est pas le sexe qui détermine vraiment la façon dont on pense ou on réagit, mais bien un ensemble de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. La vraie complexité réside dans la diversité humaine dans son ensemble plutôt que dans des distinctions rigides entre les deux sexes. Il y a des années, j'étais convaincu que les différences entre les hommes et les femmes en termes de comportement devaient forcément avoir une explication biologique simple. Je me disais souvent, ça doit être le cerveau qui est différent. Puis un jour, après avoir lu plusieurs articles sur les neurosciences, j'ai découvert que ce n'était pas du tout aussi tranché. Je me souviens d'une conversation avec un ami à ce sujet où on comparait nos réactions dans certaines situations avec nos partenaires. Ce qui m'a frappé, c'est que dans certaines situations, lui et moi réagissons de manière totalement opposée, alors que nos partenaires, qui sont toutes les deux des femmes, réagissaient de manière assez similaire entre elles. C'est là que j'ai compris la variabilité entre les individus est bien plus importante que la différence entre les sexes. Point numéro 3. La complexité de l'identité biologique. L'identité biologique, qu'il s'agisse de sexe, des hormones ou des gènes, joue un rôle dans la façon dont nous nous comportons. Mais elle n'explique pas tout. La biologie crée une diversité naturelle entre les individus, influençant certaines réactions comme les émotions ou la gestion du stress. Par exemple, les niveaux hormonaux comme la testostérone ou les œstrogènes peuvent affecter la façon dont une personne réagit à une situation.
Mais réduire les différences comportementales uniquement à la biologie, c'est ignorer un élément essentiel, l'interaction avec l'environnement. Et oui, l'éducation, la culture, les expériences de vie et même les croyances personnelles façonnent autant, voire plus, notre comportement de notre biologie. Deux personnes ayant des profils biologiques similaires peuvent réagir de manière complètement différente à une même situation en fonction de leur vécu ou de leur contexte social. En d'autres termes, la biologie joue un rôle important, mais ce n'est pas qu'une pièce du puzzle. C'est la combinaison complexe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui explique la diversité des comportements humains. Et non pas simplement le sexe ou la biologie d'une personne. Point numéro 4. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, ainsi qu'à percevoir et répondre aux émotions des autres. Des études montrent que, en moyenne, les femmes tendent à avoir une intelligence émotionnelle plus développée que les hommes. Cela ne signifie pas que les hommes sont moins capables d'émotions, mais plutôt que les femmes en général ont une plus grande sensibilité à ce qui se passe sur le plan émotionnel, tant pour elles que pour les autres. Cette compétence peut se manifester dans la manière dont les femmes gèrent les relations interpersonnelles. Elles peuvent accorder plus d'importance aux nuances émotionnelles, aux non-dits et aux ressentis subtils dans une conversation. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer ses émotions de cette façon, cela peut sembler déroutant ou même complexe. Par exemple, une personne qui privilégie une communication plus directe ou factuelle ou pourrait avoir beaucoup de mal à comprendre pourquoi une simple remarque est perçue différemment ou pourquoi un problème émotionnel semble occuper autant de place dans une relation. Et c'est cette différence dans la gestion émotionnelle qui, pour certains, peut donner l'impression que les femmes sont compliquées, alors qu'en réalité, elles fonctionnent souvent à un niveau émotionnel plus intuitif et subtil. Je me souviens d'une situation avec ma partenaire qui m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de l'intelligence émotionnelle. On avait eu une conversation sur un sujet plutôt banal, et moi, comme d'habitude, j'abordais les choses de manière très factuelle et très rationnelle. Je ne voyais pas trop de problèmes, donc j'ai donné mon avis de manière directe, pensant que ça allait régler le sujet rapidement. Mais elle a réagi d'une manière que je ne comprenais pas du tout. Elle semblait bouleversée, alors que pour moi, il n'y avait rien de grave. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je ne percevais pas. Les émotions sous-jacentes dans notre échange. Elle ne voulait pas seulement une réponse logique, elle avait besoin que je reconnaisse ce qu'elle ressentait derrière ses paroles. J'étais tellement concentré sur la solution que j'avais complètement oublié la dimension émotionnelle de la situation. Ça m'a fait réaliser que souvent, les femmes accordent plus d'importance aux émotions dans les conversations et que c'est quelque chose que je ne remarquais pas forcément. Depuis, j'essaie d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe au niveau émotionnel dans nos échanges, parce que c'est là que se trouve souvent la vraie clé de la compréhension. Point numéro 5. Les attentes psychologiques. Dans les relations, les femmes peuvent avoir des attentes psychologiques spécifiques en matière de communication, d'attention et d'empathie. Ces attentes sont souvent influencées par la socialisation et les expériences personnelles. Par exemple, dans beaucoup de cultures, les femmes apprennent dès leur plus jeune âge à valoriser la connexion émotionnelle, le soutien mutuel et l'écoute active. Elles peuvent donc s'attendre à des échanges plus profonds et à une empathie constante dans leurs relations. Cependant, ces attentes ne sont pas toujours clairement exprimées. Elles peuvent être implicites car pour certaines femmes, il semble naturel que leur partenaire ou entourage devine ces besoins émotionnels. Lorsque ce n'est pas le cas, cela peut engendrer des malentendus. L'autre personne qui n'a peut-être pas la même sensibilité ou qui n'a pas grandi avec ses attentes peut percevoir cela comme une source de complexité ou de frustration. Cette différence dans les attentes psychologiques peut entraîner des incompréhensions dans les relations. Si un partenaire ne reconnaît pas ses besoins tacites en matière de communication et d'attention, il peut avoir l'impression que la relation est plus compliquée qu'elle ne l'est en réalité. Tout réside dans la clarté, la communication et la capacité des deux parties à exprimer et à comprendre leurs besoins émotionnels. Je me souviens d'une période où je sortais avec quelqu'un et où, sans vraiment m'en rendre compte, j'avais du mal à comprendre ses attentes. On passait beaucoup de temps ensemble et tout semblait bien se passer, mais parfois elle se montrait distante ou déçue ou je ne comprenais pas trop pourquoi. Un soir, elle m'a avoué qu'elle se sentait souvent incomprise parce qu'elle avait besoin de plus d'attention et d'écoute dans nos conversations. Pour elle, la manière dont je réagissais à ses problèmes ou ses inquiétudes était trop pragmatique ou logique, trop rationnelle. Je réalisais alors à ce moment-là que même si je pensais bien faire en cherchant des solutions concrètes à ce qu'elle me confiait, ce n'était pas vraiment ce qu'elle attendait. Elle avait besoin plutôt que je prenne le temps de l'écouter vraiment, de reconnaître ce qu'elle ressentait et d'être plus présent émotionnellement, sans toujours chercher à résoudre le problème. Mais elle ne me l'avait jamais exprimé clairement avant, pensant que je comprendrais ses attentes sans qu'elle ait concrètement à les verbaliser.
Ça m'a fait prendre conscience qu'il y a souvent des attentes implicites dans les relations, surtout en termes de communication et d'empathie, et que ne pas les exprimer peut vraiment compliquer les choses. Depuis, je fais beaucoup plus attention à l'écoute et à la compréhension émotionnelle dans mes relations, au lieu de toujours chercher une solution immédiate. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et surtout n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Point numéro 6, la socialisation genrée. La socialisation genrée, qui commence dès l'enfance, influence profondément la manière dont les hommes et les femmes se comportent et interagissent dans la société. Les filles sont souvent encouragées à exprimer leurs émotions, à être empathiques et à valoriser les relations interpersonnelles, tandis que les garçons peuvent être socialisés à réprimer leurs émotions, à privilégier l'indépendance et à adopter une approche plus logique ou compétitive des situations. Cette différence de socialisation entraîne des attentes très spécifiques dans les relations. Par exemple, les femmes ont été encouragées à développer des compétences émotionnelles et relationnelles, et peuvent s'attendre donc à plus d'écoute, d'empathie et d'attention dans les échanges. En revanche, les hommes socialisés dans un cadre plus rationnel et factuel peuvent percevoir ces attentes comme incompréhensibles ou complexes car elles diffèrent de ce qu'ils ont appris à valoriser. Ces écarts entre la manière dont hommes et femmes sont socialisés peuvent engendrer des malentendus dans les relations. Ce qui semble naturel pour l'un peut paraître déroutant pour l'autre. Les hommes n'ayant pas été socialisés de la même manière peuvent avoir l'impression que les femmes sont différentes ou plus émotives, alors qu'il s'agit simplement de différentes priorités et attentes façonnées par la culture et l'éducation. Je me souviens une fois où j'ai vraiment ressenti l'impact de la socialisation genrée dans une relation. J'étais avec une partenaire qui, lors de nos discussions, accordait énormément d'importance aux détails émotionnels et aux sentiments. Pour elle, il était essentiel de se sentir écouté et soutenu dans les moments de vulnérabilité. De mon côté, j'avais été socialisé à trouver des solutions, à être pragmatique et à minimiser l'importance de parler longuement de ses émotions pour ne pas perdre du temps. Et un jour, après une journée particulièrement difficile pour elle, elle a commencé à me parler de ce qui l'avait contrarié. Instinctivement, j'ai cherché à résoudre le problème en lui donnant des conseils pratiques, pensant que cela l'aiderait. Mais elle m'a arrêté et m'a dit qu'elle ne cherchait pas de solution à ce moment-là, mais simplement une oreille attentive. Elle voulait que je sois présent pour elle, que je reconnaisse ses émotions, sans chercher à réparer quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai pris conscience de la différence dans nos attentes qui venait en grande partie de notre socialisation. Elle avait grandi dans un environnement où exprimer et partager ses émotions était valorisé, tandis que j'avais appris à me concentrer sur des solutions concrètes. Cela m'a permis de comprendre que cette différence n'était pas due à une complexité chez elle, mais à des attentes distinctes façonnées par la manière dont on avait été éduqué. Depuis, je fais beaucoup plus attention à écouter et à comprendre les émotions, sans toujours chercher à intervenir. Point numéro 7. Le poids des stéréotypes. Les stéréotypes liés à la féminité et à la masculinité influencent fortement la manière dont nous percevons et interagissons avec l'autre sexe. Les femmes sont souvent associées à des traits comme la sensibilité, l'émotivité, voire l'irrationalité, tandis que les hommes sont perçus comme étant plus rationnels, forts et maîtrisant leurs émotions. Ces stéréotypes façonnent nos attentes dès le départ et créent une vision déformée des comportements de chacun. Quand une femme exprime ses émotions, par exemple, elle peut rapidement être étiquetée comme trop émotive ou irrationnelle, simplement parce qu'elle correspond à l'image stéréotypée de la maîtrise émotionnelle. Et de l'autre côté, les hommes socialisés à réprimer leurs émotions peuvent avoir du mal à comprendre ou à répondre à ces expressions émotionnelles. Ils peuvent se sentir dépassés ou croire que les réactions féminines sont excessives. Ces stéréotypes biaisent la communication entre les sexes. Les hommes peuvent entrer dans une conversation en s'attendant à devoir gérer un drame émotionnel simplement parce que la personne en face est une femme, tandis que les femmes peuvent attendre une écoute empathique et être déçues par une réponse rationnelle, froide et distante. Ce décalage crée des malentendus et renforce l'idée que les femmes sont compliquées, alors qu'en réalité ce sont les attentes initiales qui sont faussées par les stéréotypes, compliquant la compréhension mutuelle. Point numéro 8. Les rôles traditionnels de genre et leur évolution. Les rôles de genre ont considérablement évolué dans la société moderne. Les femmes ne sont plus limitées aux sphères domestiques ou familiales. Elles occupent des postes de direction, poursuivent des carrières ambitieuses et contribuent financièrement au foyer. Ces changements ont redéfini la dynamique des relations, mais certains hommes peuvent avoir encore du mal à s'adapter à cette nouvelle réalité, en partie parce que les anciens modèles traditionnels du genre persistent encore dans les mentalités.
Autrefois, les hommes étaient souvent vus comme les pourvoyeurs principaux, tandis que les femmes, généralement, étaient dans le foyer avec les enfants. Aujourd'hui, ces rôles sont plus flexibles, mais cela peut créer des tensions ou des malentendus dans les relations. Par exemple, certains hommes peuvent se sentir déstabilisés ou menacés si leur partenaire a une carrière plus prospère ou exigeante, ou s'attendre à ce que les tâches ménagères restent de la responsabilité de la femme malgré sa carrière. Ces évolutions peuvent provoquer des frictions car les attentes basées sur des rôles traditionnels ne correspondent plus à la réalité actuelle. Les hommes peuvent être pris entre l'ancien modèle et les nouvelles attentes, ce qui entraîne des incompréhensions ou des conflits dans les relations. De leur côté, les femmes s'attendent à une plus grande répartition des responsabilités ou à un soutien émotionnel, et peuvent se sentir incomprises si leur partenaire reste attaché aux anciens rôles, créant ainsi une source de tension. Je me souviens d'une période où ma partenaire avait décroché une promotion importante au travail. J'étais bien sûr super fier d'elle, mais honnêtement, une partie de moi se sentait un peu déstabilisée. Elle passait de plus en plus de temps au bureau et ça changeait notre routine. Avant, j'étais habitué à ce que nous partagions les tâches ménagères et qu'elle ait plus de temps pour la maison ou pour le passer avec moi. Mais avec son nouveau poste, elle n'était plus aussi disponible et je me retrouvais à devoir gérer plein de responsabilités à la maison que je n'avais pas l'habitude. Au début, je me disais que c'était pas grand chose, mais au fond, ça me dérangeait. J'avais cette idée sans même me rendre compte que j'étais censé être celui qui fournit et qu'elle devait avoir plus de temps pour la gestion du quotidien. Ça crée des tensions entre nous parce que je ne comprenais pas pourquoi les choses changeaient. Et elle ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas plus soutenant dans ce moment si important pour elle. Et c'est en discutant ouvertement que j'ai réalisé que je tenais encore à une vision traditionnelle du rôle masculin, où je devais être celui qui assure la stabilité alors que notre dynamique était en train de changer. Cette expérience m'a appris que ces évolutions dans les rôles du genre peuvent être difficiles à accepter, mais qu'elles sont une opportunité de croissance et de réajustement dans les relations. Depuis, j'essaie de m'adapter davantage à cette nouvelle dynamique en reconnaissant que l'égalité ne se résume pas qu'à des mots, mais aussi à l'ajustement des attentes et à des comportements. Point numéro 9. La communication entre les sexes. La communication entre les sexes peut souvent être source de malentendus, notamment en raison de la différence dans les styles de communication. Les femmes en général tendent à privilégier l'écoute active et à être attentives aux détails émotionnels et aux non-dits. Elles valorisent les conversations qui permettent de partager des sentiments, de se connecter sur le plan émotionnel. Cela peut inclure des signes d'empathie, des réponses nuancées et la reconnaissance de ce que l'autre ressent. De l'autre côté, les hommes adoptent parfois une approche plus directe et rationnelle dans leurs échanges. Ils peuvent se concentrer davantage sur la recherche de solutions sur le fond que le message, plutôt que les émotions sous-jacentes. Ces différents styles peuvent créer beaucoup de malentendus entre les relations. Point numéro 10. Les relations interpersonnelles et les non-dits. Dans les relations, les non-dits jouent un rôle crucial, surtout dans les attentes implicites. Il est souvent observé que les femmes, en raison de leur socialisation et de leur sensibilité émotionnelle, peuvent accorder une grande importance à cela. Et ça peut se manifester par l'attente que certaines émotions, besoins ou désirs soient compris sans être explicitement formulés. Ces non-dits sont parfois perçus comme des sous-entendus évidents ou des signes à déchiffrer pour le partenaire. Cependant, lorsque ces attentes ne sont pas communiquées clairement, cela peut créer des malentendus. Les hommes qui peuvent privilégier une communication plus directe peuvent ne pas saisir ces signaux non-verbaux ou implicites, ce qui conduit à une frustration mutuelle. Les femmes peuvent se sentir incomprises ou négligées, tandis que les hommes peuvent les percevoir cela comme une source de complexité ou de confusion dans la relation. Ce décalage où une personne attend que l'autre comprenne sans qu'il y ait besoin de le dire peut faire paraître à la relation comme plus compliquée qu'elle ne l'est vraiment. Ne pas dire les choses clairement ajoute une couche de mystère ou de malentendu, alimentant l'idée fausse que les femmes sont compliquées. En réalité, cela souligne simplement l'importance de la communication ouverte, où chaque partenaire exprime ses besoins et ses désirs sans présumer que l'autre les devinera. Point numéro 11. Le double fardeau. Carrière et vie de famille. Le double fardeau désigne la réalité à laquelle de nombreuses femmes font face en devant jongler entre les exigences de leur carrière et celles de la vie familiale. Bien qu'elles soient de plus en plus présentes sur le marché du travail, les femmes continuent souvent à porter une grande part des responsabilités domestiques et familiales, comme la gestion des enfants, des tâches ménagères ou le soin des proches. Ce cumul de responsabilités peut les rendre moins disponibles, tant physiquement qu'émotionnellement dans leur vie de couple ou dans d'autres aspects de leur vie personnelle. Pour ceux qui n'ont pas à gérer cette pression multiple, cela peut sembler déroutant. Par exemple, un homme qui se concentre principalement sur sa carrière peut ne pas comprendre pourquoi sa partenaire semble constamment épuisée
ou moins impliquée émotionnellement. Il peut percevoir ce manque de disponibilité comme un désengagement ou un manque d'intérêt, alors qu'en réalité elle est simplement submergée par l'accumulation des attentes contradictoires entre son rôle au travail et à la maison. Cette situation peut entraîner des tensions dans les relations car la charge mentale des femmes n'est pas toujours reconnue ni partagée de manière équitable. Il est essentiel de comprendre que ce double fardeau est une source de stress supplémentaire et que le soutien et le partage des responsabilités à la maison sont essentiels pour éviter que cette pression ne devienne un point de tension dans la relation. Point numéro 12. Les femmes en quête de leurs propres priorités. Avec l'émancipation et le progrès en matière d'égalité des sexes, de plus en plus de femmes choisissent de placer leurs priorités au centre de leur vie. Que ce soit dans la poursuite de leur carrière, leur développement personnel, leurs passions ou encore leurs envies de voyager, et ces choix reflètent une autonomie et une liberté nouvelles. Au lieu de se conformer aux attentes traditionnelles de la société, comme prioriser le foyer ou la maternité, elles suivent des chemins qui correspondent à leurs aspirations personnelles. Cependant, cette indépendance peut parfois être perçue comme complexe ou déroutante pour certains partenaires, en particulier ceux qui s'attendent encore à des rôles traditionnels dans la relation. Par exemple, un homme peut être surpris ou déstabilisé si sa partenaire choisit de privilégier sa carrière plutôt que de se concentrer exclusivement sur la vie familiale. Il peut interpréter cela comme un désintérêt pour le couple ou les attentes traditionnelles, alors qu'en réalité, elle cherche simplement à s'épanouir pleinement en tant qu'individu. Point numéro 13. Les multiples pressions sociales sur les femmes. Les femmes font face à des pressions sociales multiples et souvent contradictoires. D'un côté, elles sont encouragées à réussir dans leur carrière, à être ambitieuses et indépendantes. De l'autre, elles sont également attendues pour être des mères attentionnées, disponibles pour leur famille, tout en maintenant une apparence soignée et en restant émotionnellement accessibles. Ce cocktail d'injonctions crée une pression immense, car il est presque impossible de répondre pleinement à toutes ces attentes sur tous les fronts. Cette pression peut amener certaines femmes à adopter des comportements qui peuvent paraître déroutants ou difficiles à comprendre pour leurs entourages. Par exemple, une femme qui jongle entre les exigences professionnelles, familiales et personnelles peut parfois sembler débordée, stressée ou manquer de disponibilité, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas à gérer ces attentes contradictoires, cela peut sembler complexe ou inattendu, car ils ne voient pas toujours l'étendue des efforts qu'elle doit fournir pour essayer de tout concilier. En réalité, ce comportement est souvent une tentative d'équilibrer des attentes irréalistes imposées par la société. Les partenaires, collègues ou proches qui ne comprennent pas cette pression peuvent avoir l'impression que ces femmes sont compliquées, alors qu'en réalité, elles essaient simplement de naviguer dans une société qui exige tout d'elles sans leur offrir de réelles solutions pour alléger cette charge. Point numéro 14. La perfection féminine, un mythe imposé. Le mythe de la femme parfaite est un fardeau que beaucoup de femmes portent, souvent sans même s'en rendre compte. Ce modèle imposé par les médias, la publicité et la société présente une image irréaliste de ce que devrait être une femme. Brillante dans sa carrière, une mère dévouée, toujours impeccable physiquement et émotionnellement disponible pour tout le monde. Cette quête de perfection crée un immense stress et une pression constante, car il est tout simplement impossible de répondre à toutes ces attentes en même temps. En réalité, ces comportements sont souvent une réponse au poids des attentes irréalistes qui pèsent sur elles. La pression d'être parfaite dans tous les aspects de leur vie leur crée une tension interne qui finit par se manifester extérieurement. Cette incompréhension de leur réaction est souvent le résultat de ces attentes démesurées qui, au lieu de valoriser les femmes, les emprisonnent dans un idéal inatteignable. Point numéro 15. La pression de l'apparence et ses effets. La société impose une pression énorme sur l'apparence physique des femmes, bien plus que sur celle des hommes. Les standards de beauté sont omniprésents, que ce soit à travers les médias, la publicité ou les réseaux. Les femmes sont constamment bombardées de messages sur la jeunesse, la minceur et la perfection physique, ce qui peut entraîner une anxiété constante liée à leurs apparences. Cette préoccupation peut s'intensifier avec le vieillissement, où la société valorise souvent la jeunesse et la beauté au détriment de l'expérience et de l'individualité. Cette pression peut influencer le comportement des femmes de manière subtile ou évidente. Par exemple, certaines peuvent investir beaucoup de temps et d'énergie dans leurs apparences, ce qui, pour des personnes qui ne subissent pas cette pression de la même manière, peut sembler superficiel ou exagéré. D'autres peuvent ressentir une baisse de confiance en elles ou développer de l'anxiété à propos de leurs images, ce qui peut affecter leur bien-être émotionnel et donc leurs interactions sociales. Pour ceux qui n'ont pas à faire face à cette pression quotidienne sur leurs apparences, les réactions des femmes à cette norme sociale peuvent sembler difficiles à comprendre. Ils peuvent ne pas saisir pourquoi l'apparence occupe une telle place dans leurs priorités.
sans réaliser que la société valorise souvent les femmes d'abord pour leur physique, ce qui rend cette préoccupation presque inévitable. Point numéro 16, l'unicité de chaque femme. L'unicité de chaque femme est un point crucial à comprendre lorsqu'on parle de complexité. Chaque femme, comme chaque homme, a une histoire, des expériences et un parcours de vie qui lui sont propres. Ce qui peut être perçu comme de la complexité est souvent simplement une réaction unique à des circonstances personnelles. Une femme qui réagit d'une manière que l'on trouve difficile à comprendre et le fait souvent en fonction de ses propres expériences, valeurs et croyances qui sont façonnées par sa vie. Cette diversité rend toute généralisation sur les femmes problématique. Par exemple, certaines femmes peuvent privilégier l'émotionnel dans leurs relations parce qu'elles ont grandi dans un environnement qui valorisait les connexions émotionnelles. D'autres, quant à elles, peuvent être plus directes ou plus centrées sur leur carrière, en fonction des opportunités et des défis qu'elles ont rencontrés. Ces différences individuelles expliquent pourquoi il est impossible de réduire le comportement féminin à une simple idée de complexité, comme le titre de cette vidéo. Plutôt que de chercher à comprendre à travers le prisme des stéréotypes ou d'attentes culturelles, il est essentiel de reconnaître l'unicité de chaque femme. En apprenant à connaître l'histoire et les expériences propres à chaque individu, nous réalisons que ce qui est perçu comme complexe est en réalité une réaction humaine profondément personnelle et légitime. Point numéro 17. Les micro-agressions et leurs impacts. Les micro-agressions sont des remarques, des gestes ou des attitudes subtiles, discriminatoires que de nombreuses femmes subissent quotidiennement, souvent sans que les autres ne s'en rendent compte. Cela peut être des commentaires sexistes, des jugements sur leurs apparences, des interruptions en réunion ou des sous-entendus remettant en cause leurs compétences professionnelles. Individuellement, ces micro-agressions peuvent sembler mineures, mais leur accumulation au fil du temps a un impact profond sur le bien-être émotionnel et psychologique des femmes. Ces petites agressions répétées peuvent affecter la manière dont une femme réagit dans des situations sociales ou professionnelles. Par exemple, elle peut devenir plus réservée, hésiter à s'exprimer ou au contraire sembler réagir de manière excessive à des commentaires qui paraissent anodins pour ceux qui ne subissent pas ces agressions. Ce comportement souvent mal compris est en fait une réaction à la fatigue émotionnelle provoquée par l'accumulation de ces micro-agressions. Pour ceux qui n'en sont pas victimes, ces réactions peuvent sembler disproportionnées ou difficiles à comprendre. Ils ne perçoivent pas la pression constante que ces petites agressions font peser sur la personne qui les subit. Il est donc essentiel de comprendre que les micro-agressions ne sont pas isolées. Elles s'ajoutent les unes aux autres, créant un climat oppressant qui peut influencer les comportements de manière significative. Je me souviens d'une période où je travaillais avec une collègue extrêmement compétente mais qui semblait souvent sur la défensive lors des réunions. Je ne comprenais pas pourquoi elle réagissait parfois vivement à des commentaires qui me paraissaient inoffensifs. Et un jour, après une réunion tendue, on en a discuté. Elle m'a expliqué qu'elle subissait régulièrement des micro-agressions au travail. Des remarques sur le fait qu'elle était trop émotive quand elle défendait ses idées ou des interruptions constantes quand elle prenait la parole. Pour moi qui n'avais jamais fait face à ce genre de traitement, ces interruptions ou commentaires me semblaient banales. Mais pour elle, ces petites attaques répétées s'accumulaient, créant une frustration constante. Elle m'a expliqué que bien que chaque remarque prise isolément ne soit pas flagrante, l'accumulation des micro-agressions la mettait sur la défensive, car elle devait toujours prouver sa légitimité et faire face à des jugements subtils sur ses compétences. Cela m'a ouvert les yeux sur l'impact des micro-agressions, j'ai compris que son comportement n'était pas excessif, mais une réponse à la fatigue émotionnelle accumulée face à ces petites agressions quotidiennes. Depuis, je fais beaucoup plus attention à ces dynamiques dans mon entourage professionnel. Point numéro 18. Les traumatismes liés aux violences sexistes. Certaines femmes ont vécu des expériences traumatisantes liées aux violences sexistes, qu'il s'agisse de harcèlement, de violences physiques ou psychologiques. Ces traumatismes peuvent profondément affecter leur comportement et leur manière de naviguer dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ce qui peut sembler déroutant ou complexe pour leurs entourages est souvent une réponse à ces traumatismes sous forme de mécanismes de protection. Par exemple, une femme qui a subi du harcèlement peut être plus méfiante ou sur la défensive dans certaines situations sociales. Elle peut réagir plus vivement aux commentaires ou aux gestes qu'une personne jugerait sans conséquence. Ces réactions sont parfois interprétées comme de la sensibilité excessive, mais elles découlent souvent d'un besoin de se protéger après avoir été blessée ou vulnérable par le passé. La prise en compte de ces expériences traumatiques est essentielle pour comprendre ces comportements. Ce ne sont pas des signes de complexité ou de difficulté, mais des façons de faire face à un traumatisme non résolu.
En offrant du soutien, de l'empathie et en évitant de juger trop vite, il est possible de mieux comprendre ces mécanismes et d'aider à créer un environnement où ces femmes se sentent en sécurité et respectées. Point numéro 19. Les évolutions des normes de séduction et relations. Les normes de séduction et de relations ont considérablement évolué au fil du temps, remettant en question les attentes traditionnelles où l'homme prenait toujours l'initiative et la femme jouait un rôle plus passif. Aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus d'initiatives dans les rencontres amoureuses, tandis que les hommes sont encouragés à être plus à l'écoute et à laisser de côté certaines attitudes de domination. Ces changements créent une nouvelle dynamique, mais ils peuvent engendrer des incompréhensions ou des tensions car tout le monde ne s'adapte pas au même rythme à ces nouvelles règles. Par exemple, certains hommes habitués à des normes traditionnelles peuvent se sentir déstabilisés si une femme prend les devants dans une relation. De même, certaines femmes peuvent se sentir partagées entre le désir de prendre des initiatives et la crainte d'être perçues comme trop directes, en raison des attentes trop anciennes. Cela crée de la confusion sur qui doit faire quoi ou comment les rôles devraient être répartis dans une relation. Ces évolutions, bien qu'elles favorisent une plus grande égalité et liberté dans les relations, peuvent être difficiles à naviguer pour ceux qui n'ont pas encore intégré ces nouvelles normes. Les rôles ne sont plus figés et il devient essentiel d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes pour que chacun comprenne et respecte les attentes de l'autre dans une relation intime. Cela permet de réduire les malentendus et d'éviter les tensions inutiles. En conclusion, les évolutions des normes de séduction et des relations reflète un changement profond dans la manière dont nous concevons les rôles de genre, l'initiative et la communication au sein des relations intimes. Ces transformations, bien qu'elles ouvrent la voie à plus d'égalité et de liberté, créent également des défis pour ceux qui peinent à s'adapter à ces nouvelles attentes. Elles peuvent engendrer des incompréhensions et des tensions, mais elles sont également une opportunité d'apprendre à communiquer différemment, à mieux écouter et à redéfinir ensemble ce qui signifie être en relation aujourd'hui. Mais alors, comment pouvons-nous naviguer avec ces nouvelles dynamiques tout en respectant les attentes et les désirs individuels? Sommes-nous prêts à abandonner les vieux schémas pour co-construire des relations plus équilibrées et authentiques? Et surtout, comment adapter ces nouvelles normes sans pour autant perdre la spontanéité ou le plaisir de la séduction? Je vous pose ces questions qui nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous abordons nos relations et à nous interroger sur la meilleure façon d'harmoniser nos aspirations modernes avec une communication respectueuse et ouverte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la notification pour ne pas rater les prochaines publications. Et n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, je l'ai mise spécialement pour toi, elle a de grandes chances de t'intéresser. Et surtout, ensemble, devenons plus intelligents.